il n'est pas maître du privé, de la recherche privée. Or, le lobby pharmaceutique est en quête de nouvelles molécules, est en quête de soins, même si en réalité, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait moins de malades. Il faut quand même se poser la question. Par contre, on n'est pas maître, il n'y a pas une juridiction mondiale. Ici, il n'y a pas une espèce d'organisme supranational qui peut faire. Je prends l'exemple de la Chine. C'est pas le seul, hein, attention, hein, mais l'exemple de la Chine, où l'on avait rassemblé les centres de prélèvement d'organes avec les prisons. Et donc on avait un système qui était organisé en unités carcérales et unités hospitalières, donc qui étaient très proches, et les prisonniers devaient donner un certain nombre d'organes, et donc ils servaient de banque, finalement, de source. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand on a 75 millions d'habitants ou 100 millions d'habitants ici, dans nos pays ici, par rapport à 1 milliard et par rapport à une volonté de développer un nouveau commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Par contre, c'est essayer de trouver les moyens pour qu'il n'y ait plus cette demande. C'est le même problème que la drogue, en général, que le hashish, et surtout que l'héroïne, le LSD, l'ecstasy, etc. Donc, à partir du moment où on aura trouvé un moyen pour les cultivateurs de cannabis ou autre, ou de chanvre, de pouvoir survivre autrement qu'en fabriquant de la drogue, ils n'en fabriqueront pas, en tous les cas, parce qu'ils n'auront pas intérêt. Et donc les pays ne sont pas redevables devant d'autres pays. Alors, je pourrais citer d'autres pays. Vous avez des pays du Moyen-Orient, il y a Israël et il y a des pays arabes, donc là de ce côté-là ils ne sont pas trop en conflit, mais qui ont des technologies tellement avancées qu'ils en font un business, qui est supranational, qui est complètement supranational. Mais je reviens surtout à la question de fond, c'est est-ce qu'un pays peut et doit freiner? Est-ce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir? Et est-ce qu'on a peur? Je dirais que là on touche à un domaine qui est la vie. Et c'est peut-être important de penser aux conséquences avant de le mettre sur le marché et avant de le mettre en parce que la vie, c'est pas comme un immeuble. Un immeuble, il a une malfaçon, on peut le détruire. D'une manière ou d'une autre, on saura le détruire. La place de l'être humain, c'est sacré. L'humain, il a sa place, il a son droit de vivre. On lui a donné la vie, il a eu la vie, il a une conscience. Et l'être humain a cette particularité d'être le seul à avoir conscience de cette conscience. C'est ça que ça veut dire homo sapiens sapiens. Donc ça veut dire qu'il est l'homme qui sait, il connaît l'existence de sa conscience. Ici. De quel droit à ce moment-là? Donc on va lui dire, ben non, on pourrait peut-être chercher un traitement, mais enfin, il y aura peut-être des conséquences, alors on ne va pas le faire. D'autant plus que c'est dans le privé. Oui, bien sûr. Alors, on va. Oui, monsieur, oui. Oui, votre remarque, oui, bien sûr. Oui, non, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un problème de choix quand il s'agit de choisir comment on va survivre, si on choisit un monde de drogue pour avoir beaucoup de sous, ou si on va travailler comme plongeur dans le restaurant et mener la vie dure. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de sociétés qui doit travailler pour un but, pour qu'il y ait possibilité pour tous les humains de trouver un choix pour survivre décemment. Je veux dire, un exemple tout simple, c'est-à-dire on a quelqu'un devant soi, on va aller tout droit, on peut tuer ou tourner autour. Donc c'est quand même un choix personnel à choisir une manière respectueuse à gérer le problème qui est celui de survie, à venir au but dans lequel on voulait sans détruire tout autour de soi. Non? C'est l'acte individuel. Hein. Vous savez qu'en Angleterre, le problème, par exemple, des diabétiques, donc il y a un certain nombre de traitements qui vont être moins remboursés si vous ne faites pas la preuve que vous avez changé votre mode de vie ici. Et donc c'est un des moyens que certaines mutuelles ou assurances ont trouvé pour pouvoir équilibrer leurs comptes, c'est de culpabiliser la personne sur son fonctionnement. Par exemple, là, regardez, on a Angelina Jolie, elle a fait sa mastectomie préventive. Donc, est-ce qu'elle a fait ça parce que pour réduire son risque de cancer?
cancer ou est-ce qu'elle a fait ça parce qu'il n'y avait pas d'autre choix? Parce qu'on ne lui a pas donné d'autre choix à guérir son cancer autre que de couper la sanguinité. Si vous voulez, j'ai donné une dernière réponse. J'espère en tous les cas que c'est pour une raison de santé qu'elle l'a fait. Maintenant, il faut se méfier un petit peu des artistes qui ont une image à garder ici. Je ne pense pas que dans ce cas-là, elle ait exploité ce cas particulier, mais pour certaines actrices, confient à la gestation pour autrui le soin d'avoir un enfant parce qu'elles ne veulent pas que leur corps change et donc que leur contrat serait différent. Donc certaines actrices évidemment refusent la grossesse et donc elles le confient à une autre femme ici. Alors, là c'est pour une histoire d'image ici. Mais c'est le droit. Quelle est la limite du droit à faire ça? Elle le choisit. Vous savez, dans l'image, aujourd'hui il y a des choses qui ont changé par rapport au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. J'ai donné un exemple. Avant, dans les personnes aisées avaient du personnel pour pouvoir s'occuper des enfants. Les enfants étaient faits par la maîtresse de maison. Donc, et puis, ils étaient élevés par des nourrices. Ils étaient élevés par des nourrices. Donc, au jour le jour, qu'il était couché, qu'il est levé, etc., c'était des nourrices. Donc, les personnes employées. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu inversé ici. On a un petit peu inversé, c'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui a, paraît-il, le pouvoir, qui enfante. On confie ça aux personnes, au contraire, donc qui vont pouvoir, à un secteur qui est demandeur, surtout si c'est rémunéré, eh bien de pouvoir dire, voilà, moi j'ai la possibilité de faire un enfant, sous réserve de rémunération, et donc maintenant les enfants sont faits par des gens qui sont payés, et sont élevés par les personnes qui sont les demandeurs. Donc on a un petit peu inversé. On est dans des repères sociologiques qui évoluent énormément. Monsieur bonjour et merci. Déjà, je vous avais flirté avec le religieux, si je puis me permettre, dans votre intervention, et je voudrais savoir comment vous pourriez nous éclairer sur la façon dont les principales religions qui nous composent au niveau mondial vont influer de façon, j'imagine, assez distincte sur ce débat. Alors, je ne pense pas aux religions en tant que telles, mais à la conséquence sociétale que ces religions vont exercer sur les populations. Bon, alors, on a l'habitude de dire au Grand Orient de France que nous respectons totalement la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc dans les propos que je vais tenir, il n'y a surtout pas un jugement, hein, bien entendu. Alors, les religions, elles vont, bien entendu, tenir à un certain nombre de tabous, retenir à un certain nombre d'éléments fixes qui font que ce sont des religions, puisqu'elles sont reliées à des textes pour la plupart, à certains textes qui sont des textes qui sont supposés être la transmission d'un esprit divin, ici d'un architecte, enfin on lui donne le nom qu'on veut, hein, bon sur eux. Et la religion, bien entendu, va influencer le choix des lois, elle va influencer les modes de pensée, comme elle a influencé, bien entendu, un certain nombre de nos pays. Alors, j'ai donné un exemple. Dans la chrétienté, l'interruption volontaire de grossesse, donc, est quelque chose qui est inadmissible dans le catholicisme. Bon, pourquoi? Eh bien, c'est une question d'identité, encore une fois. C'est parce qu'on pense que, à partir de la conception, la fusion entre les deux gamètes, les deux cellules reproductrices, c'est le début d'un être humain. Tout le monde s'accorde à dire que c'est bien un être vivant, mais à partir de quand est-il humain? S'il est humain, dès la première cellule, évidemment, pas de recherche sur l'embryon, et donc la religion va tout faire pour que cet être, on ne touche pas à la chose de Dieu. C'est un principe religieux dans ce cas-là, ici. Et donc les recherches sur l'embryon seront, bien entendu, donc combattues par la religion. Or, ce sont ces recherches qui ont permis de découvrir les cellules souches, c'est ce qui va donner peut-être un espoir un jour de pouvoir créer des organes à partir de ces cellules souches. Donc il y a un espoir de bien-être pour certaines personnes ici. Donc la religion, bien entendu, elle va influencer ça. Et je dis c'est un problème d'identité, parce que l'individu existe dès la première cellule,
il devient embryon, il devient fœtus. Entre les deux, donc il y a un passage qu'on a sélectionné, c'est aux environs de 12 semaines à peu près, donc à partir duquel on n'interrompt plus et on pense que ça devient humain, parce qu'il fallait bien trouver une limite. Ailleurs, c'est 14 semaines, dans d'autres pays, c'est 10 semaines. Mais est-ce qu'il a une identité? Et de plus en plus, maintenant, le fœtus commence à avoir une identité avant d'être né, ici. Le fœtus, déjà, on prend photo. Hein, si vous connaissez les albums photos des jeunes mariés, enfin des mariés ou des futurs jeunes parents, enfin, c'est marrant parce qu'on ouvre l'album photo, et puis, donc il y a le prénom, donc on le fait, et puis la première photo, c'est l'échographie. C'est l'échographie qui est en première page. Il n'est pas encore né, mais c'est lui, effectivement. Et c'est quand même merveilleux de voir la maman quand elle revoit l'image de son bébé qui bouge, ses petites mains, etc. Puis il essaie de s'agripper, c'est d'ailleurs rigolo parce qu'il essaie de s'agripper alors que dans notre société, à la naissance, il n'a plus besoin de s'agripper. Et ça, c'est encore des réminiscences de l'évolution ici. Et donc il essaie de s'agripper. Et cette image, elle dit, ben voilà, c'est lui, on lui donne un nom, on lui donne un nom, un prénom. Et maintenant, lorsque malheureusement la grossesse ne va pas à terme, certains parents demandent à ce qu'on puisse enterrer le fœtus comme si ça avait été un bébé, et donc en lui donnant un nom. Donc on est en train de remonter la notion d'identité, la carte d'identité, avant la naissance, ici. Donc ce qui n'avait pas d'identité en acquiert une aujourd'hui, et donc on voit bien que c'est une question de définition. C'est qui est là? Qui est cet être qui est là? On avait même fabriqué, je dis on, hein, parce que c'est pas nous, hein, on avait même fabriqué le terme de pré-embryon pour les premières semaines de cette cellule qui se divise et qui va s'implanter ici, de pré-embryon, pour pouvoir dire, c'est un paquet de cellules non différenciées encore, on peut travailler dessus, pour éviter justement le blocage de la religion. Bon, en réalité, il est évident qu'à tous les stades, je ne parle pas des religions qui sont un petit peu plus utiliser un terme qui vont dans un intégrisme de conception, la transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah, par exemple, ici. Bon, c'est leur manière de fonctionner. Bien entendu, tout ça, ça va influencer. Mais nous sommes tous, quelque part, en quête de spiritualité. Est-ce que nous sommes tous obligatoirement en quête de religion? La limite, elle est peut-être là. Après, chaque religieux... Vous savez, on discute assez souvent avec des imams ou avec des rabbins. On a reçu dernièrement le rabbin Haïm Corsia, qui est aumônier des armées au départ, et qui est venu nous parler de laïcité et d'identité, de propriété du corps. Ils ont beaucoup de bonnes idées ici. Le problème, c'est dans l'application après. Et c'est dans le fait que la règle théologique, elle est universelle. Or, tous les cas sont particuliers. Mais est-ce que vous notez déjà au niveau mondial des évolutions de réglementation plus ou moins bloquées en fonction de la caractéristique des religions dominantes dans les différentes régions du monde? Exemple, la Pologne en Europe. Ouais. Donc, il fait reculer les possibilités, effectivement, par une forme, une conception religieuse. On sent actuellement qu'il y a une volonté de repli sur soi, sur ses traditions peut-être, sur sa culture, dans tous les cas sur les religions. On le sent. Et c'est pas sans risque. Hein.